Après 507 jours, Israël se dote d'un nouvel gouvernement. C'est le 35e depuis la création de l'État d'Israël. Des détails dans quelques instants. Les coulisses de la Knesset. Pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien, avec Michael Blum et Shraga Blum. Bonjour Shraga. Bonjour Michael. Alors Shraga, vous l'avez annoncé, 35e gouvernement de l'histoire d'Israël. Donc on en avait parlé la semaine dernière, un gouvernement paritaire entre le groupe du Likoud, le groupe qui soutient Netanyahou, et le groupe de Benny Gantz qui soutient Bleu-Blanc et ses partenaires. Alors on va rapidement donner quelques informations sur ce gouvernement parce qu'il a prêté serment il y a tout juste une semaine, enfin tout juste dimanche dernier. Et donc Shraga, qui sont les ministres principaux? Qu'est-ce qui est important? Voilà. D'abord au Likoud. Alors il faut dire que ça a été un accouchement assez difficile jusqu'à ce que chaque ministre soit nommé. Il y a eu des tractations entre les deux blocs et à l'intérieur, surtout à l'intérieur de la coalition du Benyamin Netanyahou, puisque comme vous le savez, il y avait d'un côté pour Bleu-Blanc trop de ministrables pour le nombre de postes, et au contraire au Likoud, il y avait trop de ministrables pour le... Je pense avoir compris, mais... Voilà, on s'est compris. En tout cas, pour ce qui est de la coalition de Benyamin Netanyahou, alors les principaux ministres, on nomme par exemple Israël Katz, qui est promu dans celui qui a les cordons de la bourse. Alors oui, on a la photo des 34 députés, donc photo qui a été diffusée par le site d'information Ynet. Donc ça nous permet donc de... Voilà, donc Israël Katz qui est promu au ministère des Finances, qui est un ministère très très important. On peut noter aussi un autre proche de Benyamin Netanyahou, Yoav Gallant, qui est ministre de l'Éducation. Également Amir Ohana, un très proche de Benyamin Netanyahou, qui était ministre de la Justice et qui devient ministre de la Sécurité intérieure. On peut citer aussi Rafi Peretz, c'est une autre catégorie, qui a quitté Yamina pour rejoindre le gouvernement et qui est ministre des Affaires de Jérusalem et du Patrimoine. Yuli Edelstein, ancien président de la Knesset, qui est maintenant ministre de la Santé. Miri Regev, qui devient ministre des Transports. Enfin, on va pas s'élargir là-dessus. Par contre, ce qu'on peut citer aussi au niveau de cette coalition-là du Likoud, c'est qu'il y a des nouveaux ministères qui ont dû être créés parce qu'il y avait trop de personnes, trop de candidats. C'est le cas, par exemple, de Tzipi Rotoveli, qui devient ministre de l'Haïti-Achou, du repeuplement, alors que c'était un département qui était interne à notre ministère. Zeev Elkin, qui devient ministre de l'Enseignement supérieur, qui était en fait un département du ministère de l'Éducation, et qui est aussi ministre des Ressources hydrauliques. C'était partie du ministère de l'Énergie. Exactement. Orly Lévy Abekassis, qui devient ministre du renforcement et de la promotion communautaire. On ne sait pas tellement ce que ça veut dire, mais en tout cas, voilà, c'était un peu la quadrature du cercle. Et pour finir avec le Likoud et vous laisser la place pour Bleu-Blanc, on peut citer aussi des déçus qui ont été placés quelque part. Je parle par exemple David Dirter, qui aurait aimé un ministère, qui devient président d'une commission qui s'appelle Commission de supervision des royalties des gisements de l'exploitation des gisements de gaz, ou bien encore Bitan. David Bitan, président de la commission de l'intégration et de l'ALIA. Voilà. Alors, ce qui est intéressant aussi, un dernier mot sur le Likoud, c'est que dans les accords de coalition avec Bleu-Blanc, le Likoud a aussi le droit à des nominations d'ambassadeurs. Donc il a nommé Gilad Erdan à l'ONU, puis il sera ambassadeur aux États-Unis avant de trouver un nouveau candidat pour l'ONU. Mais aussi, vraisemblablement, Tzipi Rotoveli devrait être nommée à Londres. En tout cas, on lui a proposé le poste ambassadrice à Londre. Et le Likoud, Netanyahou, doit encore nommer un ambassadeur à Paris, parce qu'il n'y a pas d'ambassadeur en France, mais on ne sait pas encore qui c'est. Et on espère que ce sera quelqu'un qui parle le français, en tout cas. Ouais, c'est déjà arrivé en plus. Oui, justement, c'est pour ça que je l'ai dit. La plupart du temps. Alors, qu'en est-il de Bleu-Blanc? Alors, là, il y avait évidemment... À Bleu-Blanc, on l'avait déjà annoncé, donc la coalition de Benny Gantz, donc, enfin la partie de la coalition qui appartient donc, dans l'accord à Benny Gantz et à Bleu-Blanc. Donc il y a aussi deux députés qui ont quitté Telem de Bougie Yalon qui sont entrés dans cette coalition et qui ont eu deux postes très importants. Ils ne sont que deux, mais à deux, ils ont eu un, Yoaz Hendel, le ministère des Communications, et l'autre, Tzvika Hauser,
le président de la prestigieuse Commission des Affaires étrangères et de la Défense. Et il y a aussi, on l'avait dit, le Parti travailliste. Ils sont deux, mais ils ont deux ministères. L'économie pour Amir Peretz et les affaires sociales pour Itzik Shmouli, qui est un député qui est connu pour avoir fait voter énormément de lois dans le domaine social. Et les autres sont les ministres de bleu-blanc. Donc les nominations, c'est les proches de Benny Gantz. Donc notamment les deux principales nominations, c'est-à-dire Gabi Ashkenazi, l'ancien chef d'état-major aux affaires étrangères, qui lui-même deviendra ministre de la Défense quand Gantz deviendra Premier ministre, donc en novembre 2021, et Avi Nissenkorn, ministre de la Justice, et qui était donc l'ancien secrétaire général de la Histadrout. Alors, un dernier point sur cette liste bleu-blanc, c'est la nomination de Omer Yankelevitch, donc député Haredite, ultra-orthodoxe, qui a été nommée ministre. Donc elle est peu connue, elle est avocate, et avant qu'elle rentre à la Knesset, elle n'était pas connue. Elle est nommée donc ministre de la diaspora, elle est chargée donc des relations avec la diaspora. Alors c'est un ministère qui en général était attaché au ministère de Jérusalem et du patrimoine. Là, ça a été une fois de plus une division pour permettre qu'il y ait une parité entre les deux groupes. Vous me direz qu'il n'y a pas une parité exacte. En effet, Netanyahou a nommé un ministre en plus, mais Bleu-Blanc n'a pas protesté, parce qu'il y a un ministre sans portefeuille, Tzachi Hanegbi, qui est censé remplacer Tzipi Hotovely. On a vu à la fin des tractations et au moment de la prestation de serment à la Knesset que c'était un puzzle difficile à constituer et qui a énervé beaucoup de gens à droite et à gauche. Parce qu'à droite, les gens avaient l'impression que le gouvernement n'était pas assez à droite, à gauche, qu'il n'était pas assez à gauche, au centre. On ne sait pas comment ça va tenir. Ça tient à un fil, ou en tout cas à 34 fils pour l'instant, mais 73 voix. 73 députés ont voté en faveur de ce gouvernement. Il faudrait aussi citer une nouveauté, c'est la nouvelle ministre de l'Alia et de l'intégration, Pnina Tamano-Shata, qui est d'origine éthiopienne et qui devient donc la première ministre de cette communauté en Israël. Ouais. Et d'ailleurs qui aura le plaisir d'accueillir aujourd'hui 120 Olim d'Éthiopie qui arrivent en Israël à la veille de Yom Yerushalayim, qui est aussi la journée de souvenir des tribulations des communautés éthiopiennes dans le Alia. En ce qui concerne la Knesset, alors il y avait cette loi norvégienne, une des premières lois importantes, qui devait être votée et finalement n'a pas été votée. Pourquoi ? Ça n'a pas été voté pour l'instant. Alors il y a aussi des tractations. L'idée alors expliquons la loi norvégienne. C'est la loi qui permet à un ministre de démissionner de son poste pour faire entrer un député. Alors certains voient dans cette loi le fait de dépenses inutiles, puisque ça voulait dire nommer un nouveau député, donc c'est doubler des payes. Je crois qu'il y avait 12, c'était question de 12 en tout. Enfin, Voilà, alors est-ce qu'il y a une loi norvégienne, finalement une forme de loi norvégienne, une partie seulement allégée. Des députés allégée, va être votée ou pas? On le saura dans les semaines à venir. Ce qui est intéressant dans cet échange, c'est que fondamentalement, l'idée qu'un ministre puisse se consacrer à 100% à son ministère et à son travail paraît être une bonne chose, au lieu d'être obligé de revenir tous les lundis pour voter, pour être présent à la Knesset à cause du vote de défiance de l'opposition. Et donc, il y a une certaine logique, mais ça coûte beaucoup d'argent. Et déjà, un ministère, on l'a dit, c'est le gouvernement le plus grand de l'histoire, le plus important, avec le plus grand nombre de ministres de l'histoire de l'État d'Israël. C'est déjà beaucoup de dépenses, et ça va être difficile de rajouter encore une dizaine de députés, donc encore une dizaine de postes, avec tout ce qu'il y a autour comme assistants, etc. Et ce qui montre aussi d'ailleurs que les relations entre la coalition du Binyamin Netanyahou et Bleu-Blanc va sûrement connaître de nombreux soubresauts, parce qu'il suffit de n'importe quel détail technique. Et alors, un autre développement dans la Knesset qu'on a appris aujourd'hui, c'est que Yamina et le parti Israël Beiteinu ont décidé de se mettre ensemble dans l'opposition pour agir ensemble sur des sujets, des questions communes, idéologiques, surtout, notamment pour se partager une commission. Et aussi pour essayer d'aiguillonner et de défier Binyamin Netanyahou sur sa droite. Alors, ce qui est intéressant, c'est un jeu parlementaire, évidemment, mais ce qui est intéressant, c'est que depuis un an, on entendait Avigdor Lieberman dénoncer les méchiristes, les messianistes, en parlant de Yamina, et tout d'un coup, maintenant, dans l'opposition, tout redevient normal. On a entendu pareil côté Yamina dire que Lieberman était un incapable et c'était le plus mauvais ministre de la Défense de l'histoire. Donc finalement, le jeu parlementaire, vous l'avez dit, c'est un peu ce qu'on essaye d'expliquer dans cette émission. Rappelez que au-delà des grands titres, des gens qui s'inscrivent
s'insultent Bah, sur les tout d'un plateaux de coup, télé et sur les réseaux sociaux, voilà. sont capables de s'unir. On l'a vu avec Benjamin Netanyahu et Benny Gantz. On le voit dans l'opposition Non, aussi avec Yamina. Bennett et Lieberman. Voilà. Et sûrement, demain, avec Bennett et Lapid, ils sauront trouver des raisons de Voilà. se mettre ensemble contre Netanyahu. Voilà. Ce qui est un peu dommage au niveau du débat politique, parce qu'on arrive à des extrêmes parfois très désagréables et très virulents, et finalement, dans le quotidien, ils sont capables parfois Oui, de collaborer. comme dans la vie de tous les jours. Voilà. Alors, on arrive à notre rubrique finale, Rose et Cactus. Alors, pour la Rose, vous avez choisi Alors, il est aujourd'hui député de l'opposition. La semaine dernière, il était encore ministre des Transports, Bezalel Smotrich. Alors, on savait que Bezalel Smotrich était un député qui savait travailler. Il a été quelques mois, finalement, moins d'un an, je crois, au ministère des Transports, et où il a succédé à Israël Katz, qui avait été pendant 10 ans. Et au moment de la passation de pouvoir entre lui et son successeur, Madame Regev, la directrice générale du ministère lui a rendu un hommage incroyable en disant, voilà, on savait que vous alliez aimer ce ministère, mais on ne savait pas à quel point nous, on allait vous aimer, nous, les employés du ministère. Et elle a détaillé ce qu'il avait fait en quelques mois. Et le bilan était assez incroyable, parce qu'il a profité aussi du Corona pour faire avancer des projets, des travaux, des lignes de train, des lignes ferroviaires, des constructions de routes, des réformes. Elle a qualifié vraiment de Smotrich. Enfin, elle a dit, vous avez réussi à changer votre image. Smotrich a un peu cette image d'extrémiste radical. Et soudain, avec son travail au ministère des Transports, il a montré qu'il était capable de s'occuper de tout le monde et du bien de l'ensemble des citoyens. Ce petit point qui me rappelle que le jour des passations de pouvoir, quasiment tous les ministres, quand ils ont parlé, notamment le ministre de l'Éducation, Yoav Gallant a dit, je serai le ministre de tous les citoyens d'Israël, et Benny Gantz a dit, je m'occuperai de tout le monde, et tout le monde s'occupe de tout le monde, et ce qui paraît une évidence, et c'est aussi ce que tout le monde attend, c'est-à-dire qu'un ministre ne soit pas le ministre d'un secteur, mais voilà. Pas des ministres sectoriels et un gouvernement sectoriel. Vous reconnaîtrez que ce qui a été dit de Bezalel Smotrich, finalement, on l'a remarqué aussi avec Ayelet Shaked et Naftali Bennett, pour citer que ces trois, de dire qu'ils sont souvent décriés politiquement, et après, quand ils sont dans un ministère, même des gens qui étaient dans l'opposition reconnaissent qu'ils ont fait du bon travail. Et donc, il faut voir les gens à l'œuvre plutôt que de leur mettre des stigmates et des étiquettes de. C'est vrai, on peut être de droite ou de gauche et d'être un bon ministre. Voilà. Au-delà des clivages politiques, et c'est important de le souligner. Exactement. Alors, pour le cactus, je l'ai accordé au nouveau ministre de la Justice, Avi Nissalkorn. Pourquoi ? Parce qu'en général, un ministre, quand il entre en fonction, il veut tout de suite imprimer sa marque et dire ce qu'il va faire. Et là, dans son discours d'intronisation, déjà, il s'est présenté comme celui qui va non pas défendre les citoyens, mais défendre la caste judiciaire. Et on sait qu'aujourd'hui, il y a une défiance assez important dans la population par rapport à la classe judiciaire, au système judiciaire, au parquet, au conseiller juridique du gouvernement. Et donc, ça a été assez mal pris parce que ça veut dire finalement qu'il est en train de verrouiller le ministère pour dire, voilà, dès qu'on critique, ça va être une attaque contre la démocratie. Et puis, une de ses premières décisions, qui a été de maintenir Avichai Mandelblit, qui est conseiller juridique du gouvernement et qui s'est aussi arrogé le poste de procureur général. Eh bien, le ministre a dit, pour le moment, je laisse cette situation en l'état. Oui, c'était une réforme attendue, la séparation des pouvoirs dans le système juridique. Et donc, ce qui se passe, c'est que pour qu'il y ait un nouveau procureur général, il faut qu'il y ait une personne qui ait l'assentiment des deux grands partis, donc ça peut durer des mois. Et donc, apparemment, Avichai Mandelblit gardera les deux casquettes, et ce qui fait grincer beaucoup de dents, parce que vous savez qu'il y a en ce moment pas mal de casseroles, ou enfin de présumés sur Avichai Mandelblit, avec ses fameux enregistrements des cassettes, avec Gabi Ashkenazi, et ça donne un peu une image d'un système judiciaire qui aurait dû être un peu réformé, comme a commencé à faire Ayelet Shaked et Amir Ohana. On a l'impression que maintenant, c'est un retour en arrière avec un verrouillage et une espèce de protection corporatiste de ce pan important de la démocratie israélienne. Merci, Shraga. Merci, Michael. Et bonne fête de Yerushalayim demain. Yom Yerushalayim, 53 ans. Chag Sameach et Shabbat Shalom. Les coulisses de la Knesset. Pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien, avec Michael Blum et Shraga Blum.